présenter et présenter nos intervenants. Juste avant de me présenter, le sujet de ce soir, comme vous avez pu le voir dans notre communication à l'événement, c'est de se questionner et de parler du rôle de la guerre et des guerres et du trauma dans la construction européenne et dans la construction de la mémoire européenne de manière générale. Comment on aborde la mémoire au niveau de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe ou des deux, enfin voilà, comment on aborde la question de la mémoire et aussi comment on fait coexister plusieurs mémoires parce que on n'a pas tous été dans le même camp. Aujourd'hui, on parle de moteur franco-allemand, mais en 1939, on ne pouvait pas parler de moteur franco-allemand. Et voilà, c'est le sujet général et qu'on va aborder ce soir avec nos trois intervenants. Moi, je m'appelle Andrea, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Je préside la section strasbourgeoise des jeunes européens depuis 1 an. Et je suis coordinatrice du projet Lieu de mémoire. Et à côté de ça, je suis aussi juriste. Et pour ma part, donc, je m'appelle Martin, je suis licencié de sciences politiques à ESPOL et je suis aujourd'hui en année de césure. Et dans le cadre de cette année de césure, j'ai choisi de m'engager en tant que volontaire en service civique au sein des Jeunes Européens Strasbourg, plus précisément dans le pôle Europe par les jeunes qui se charge de faire des interventions pédagogiques pour sensibiliser les publics jeunes à la citoyenneté européenne. Alors, avec nous, nous avons 3 intervenants de grande qualité, enfin, je l'espère. Tout d'abord, Frédéric Béraud, vous êtes enseignante-chercheur spécialiste du droit européen à Sciences Po Strasbourg et au Collège de Bruges. Vous êtes notamment spécialisé dans l'étude du marché intérieur, des migrations, ainsi que des enjeux de coopération transfrontalière. Oriane Caligaro, vous êtes maîtresse de conférences à ESPOL et travaillez aussi au sein du Collège d'Europe ainsi que de l'ULB. Vos recherches portent particulièrement sur l'impact que peuvent avoir les valeurs dans les processus de gouvernance européenne. Et donc, en tant qu'ancien espolien, je tiens à saluer le fait de croiser quelqu'un de la maison après mon passage, même si je n'ai pas eu la chance de vous avoir personnellement comme professeur. Sylvain Sherman, vous avez été jusqu'en 2015 directeur de l'IEP de Strasbourg. Vous êtes historien, notamment spécialisé dans les relations franco-allemandes et plus généralement l'intégration européenne. Vous enseignez vous aussi au Collège de Bruges, ce qui ne vous empêche pas de présider le comité scientifique de la Maison Robert Schuman et de diriger le centre d'excellence Jean Monnet. Encore une fois, je tenais à vous remercier tous les 3 de nous avoir donné de votre temps et du temps de cerveau disponible pour nous éclairer et lancer ce cycle de conférences Lieu de mémoire. Et donc, je commencerai avec une première question introductive. Comment définissez-vous la mémoire et surtout, que serait selon vous la mémoire européenne ? C'est une question destinée à tout le monde, donc n'hésitez pas à prendre la parole, chacun d'entre vous, et nous donner votre vision à vous, en tout cas votre définition de la mémoire. C'est une vaste question. Peut-être juste pour ouvrir le débat, quand on regarde un peu, je dirais, ce qui a constitué la base de l'Europe, c'est-à-dire les traités, que ce soit ceux qui fondent le Conseil de l'Europe ou l'Union européenne, l'idée de mémoire, c'est certainement une idée d'un acquis commun et d'une espèce de point de départ qui sert à la construction. Et quand on regarde un peu les tout premiers discours qui sont faits du type discours de Schuman de 9 mai 50 ou d'autres discours un peu comme ça, inauguraux de cette période-là, c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de rupture dans le temps qui est due à la Deuxième Guerre mondiale et d'une volonté de faire finalement avec les traités une espèce à la fois une espèce de continuité, puis quelque chose pour empêcher effectivement les conflits, ce qui est c'est en tout cas dans le narratif initial de l'Europe, quelque chose qui est très, très fort, cette mémoire comme
comme point de départ, mais en même temps comme point où on ne doit pas retourner. Et je pense que ça a été très fort dans le choix des méthodes juridiques, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Quand on regarde ce qu'ont voulu faire, ce qui étaient les pères fondateurs de l'époque, on retrouve ça, on retrouve l'idée de puiser dans un corpus de droit commun, mais aussi d'utiliser le droit pour finalement venir pallier ce qui était considéré comme étant une faillite des États de l'époque. Donc, je pense on a du coup, cette idée de mémoire, ça a beaucoup joué, en tout cas au début de l'Union européenne. Après, on pourra discuter pour savoir si effectivement c'est toujours la même chose aujourd'hui. Je pense que les choses changent, mais il me semble qu'au début, en tout cas, c'était quelque chose qui a, du point de vue de la construction juridique, qui est la construction initiale de l'Europe, jouer un rôle important. J'y vais. Ou Oriane. Oui, allez-y, Sylvain. Écoutez, en fait, euh, c'est l'imaginaire commun d'un groupe humain, la mémoire. C'est-à-dire que c'est un imaginaire qu'on partage, c'est un récit auquel on adhère. Et donc, tous les groupes humains ont une mémoire, c'est-à-dire ont un récit qui fait consensus entre les gens qui appartiennent à ce groupe, ou qui fait parfois aussi débat, ou qui, en fait, se forge avec un débat permanent. Et donc, nos récits en Europe ne sont pas les mêmes. Il faut quand même ne jamais l'oublier au point de départ. C'est-à-dire que, en fait, comme les récits nationaux, à partir d'un certain moment, ne sont pas les mêmes. Je veux dire, rentrer dans un récit national à partir du fait d'être alsacien, breton, auvergnat, c'est pas la même chose. Et pourtant, à un moment donné, vous arrivez à faire converger les gens vers un récit national. Et donc, la mémoire, c'est ce que je partage avec quelqu'un d'autre, c'est mon imaginaire commun avec quelqu'un d'autre. Alors ma question c'est est-ce que cet imaginaire peut être un imaginaire commun aux Européens pour parler réellement de mémoire européenne? Je peux trouver, juste pour caler quelques éléments de débat, je peux trouver des éléments qui font consensus entre les uns et les autres, mais est-ce que j'arrive vraiment à écrire un récit vraiment européen au sens où j'ai pu écrire des récits nationaux, et est-ce que ce récit conduit à un imaginaire communément accepté? C'est tout le débat d'aujourd'hui et c'est un point d'interrogation majeur. Et puisqu'il a été question de guerre et de textes fondateurs, il faut commencer à regarder ça. En fait, est-ce qu'au moment où Schuman prononce son discours, le récit de la Seconde Guerre mondiale et les conclusions qu'il en tire est si partagé que ça mérite peut-être débat. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, je suis tout à fait en accord avec aussi la définition que vient de donner Sylvain Schirman. La mémoire, c'est en effet un récit sur lequel tout le monde doit s'accorder. Et c'est évidemment le plus grand défi au niveau européen, du fait de la diversité des expériences historiques des États européens. Pour vous donner un exemple de ce que peut être la mémoire, et surtout ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est une construction, c'est une perpétuelle construction, c'est une perpétuelle réadaptation, puisque aussi le temps passe. Donc la lecture des événements en fonction de la distance change, les témoins disparaissent. Enfin, voilà, donc évidemment, il n'y a pas quand bien même il y aurait une mémoire européenne, ce ne sera jamais une réalité arrêtée, mais un processus en perpétuel débat et changement. Et je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est un jour de mémoire, notamment, bon, évidemment en France. Vous savez que c'est le 5e anniversaire des attentats de Paris de 2015. Et peut-être ne le saviez-vous pas, mais il y a une journée européenne de la mémoire des victimes du terrorisme
qui se fête, qui est donc un jour, vous voyez, donc là vous avez l'exemple d'une intervention institutionnelle, c'est le Parlement européen, et qui a institué cette journée de mémoire. La date, c'est le 11 mars, puisque c'est la date des attentats de Madrid en 2003. Mais à cette occasion, puisque vous avez... donc là, on parle essentiellement d'un événement, d'une mémoire très contemporaine, mais c'est déjà une mémoire. C'est déjà, vous voyez qu'aussi la mémoire, c'est quelque chose on peut parler d'événements lointains, mais on peut parler aussi d'événements plus récents. Et vous voyez, il y a déjà cette mise en mémoire d'un trauma, puisque vous évoquez dans votre titre le rôle en particulier du trauma dans l'élaboration d'une mémoire commune. Donc évidemment, on va essentiellement aujourd'hui parler de la mémoire des guerres, puisque c'est l'objet de votre projet, mais voilà, aujourd'hui, on commémore en France la mémoire d'attentats terroristes, mais il existe désormais une mémoire européenne en construction, du fait, par exemple, d'interventions institutionnelles comme celle du Parlement avec la création de ce jour de mémoire européenne pour les victimes du terrorisme. On construit ce type de mémoire. Et juste pour d'abord terminer sur cette première question, aussi parce que nous allons parler essentiellement des mémoires traumatiques, il y a aussi des mémoires. L'Union européenne s'est aussi construite sur la construction d'un récit, mais là d'un récit beaucoup plus positif, autour des racines communes. Par exemple, juste un exemple précis, le traité de l'élargissement en 2003 a été signé sur l'Agora. Et au moment des discours, pour célébrer ce moment essentiel de la réunification en quelque sorte de l'Europe, beaucoup d'hommes politiques qui étaient présents ont évidemment parlé de ce lien, le fait qu'ils étaient évidemment, l'Agora n'avait pas été choisi par hasard, et on se mettait dans cette mémoire de très long terme qui est celle de la démocratie athénienne. Donc, vous voyez, là on parle d'une mémoire très très lointaine, mais d'une mémoire positive. Et l'Europe s'est aussi construite autour de la création d'un récit de tous ces héritages positifs. Et puis, là, maintenant, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Après, il y a aussi comment gérer, parce que évidemment, la démocratie athénienne, c'est consensuel précisément, c'est un récit sur lequel les Européens peuvent s'accorder, comme l'humanisme de la Renaissance et tous ces héritages. Naturellement, c'est évidemment beaucoup plus compliqué quand les récits sont traumatiques et font référence à notamment les guerres, ce sur quoi vous voulez réfléchir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Je pense que toutes vos interventions nous ont fait rentrer dans le bain. Et maintenant qu'on a votre point de vue sur la mémoire, je vais poser une première question pour Monsieur Schirman, vous qui avez fait pas mal de travaux sur les guerres mondiales, et notamment sur la première. Je voulais vous poser une question sur l'entre-deux-guerres mondiale et ce qu'il a pu faire naître au niveau des différentes nations qui se sont repliées sur elles-mêmes et sur leur propre récit national. Que ce soit d'un côté la France avec son Plus jamais ça et le Front populaire, ou de l'autre l'Allemagne avec le national-socialisme. Ces deux divergences-là on va dire, de digestion de l'après-guerre ont été, entre autres, la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Pensez-vous que la construction européenne a été la réponse d'un niveau supérieur post-Deuxième Guerre mondiale pour vraiment éviter une deuxième montée du nationalisme et donc une troisième guerre mondiale? Voilà, c'est peut-être une question rhétorique, je ne sais pas. C'est une question en tout cas qui mérite d'être posée. Comment dire? Il ne faut pas faire de la construction européenne, si vous voulez l'écrire en termes de mémoire, un unique phénomène post-Seconde Guerre mondiale. La post-Seconde Guerre mondiale, enfin la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, a vu les premières formes institutionnelles. Mais en fait, le projet est beaucoup plus long et chaque guerre a
pu contribuer à une forme de conscientisation. Je veux dire, sous d'autres formes qui n'ont pas besoin de s'appeler projet européen, Union européenne ou CE ou CK, que sais-je. Juste deux, trois éléments. Je veux dire, quand au lendemain de la bataille de Solferino, Dunant lance un processus de coopération internationale pour venir en aide aux blessés et soignés, et le phénomène de Croix-Rouge se met en place, vous avez une réflexion sur la guerre, sur qu'est-ce qu'on peut faire de la guerre, sur comment dépasser la guerre, comment créer des structures qui allègent la souffrance, qui aident, qui soignent. Donc en fait, on tient compte de la guerre. Quand au XIXe siècle, les fameux congrès pacifistes se sont réunis entre 1848 et la guerre que vous évoquiez avant 1870, on est déjà dans une réflexion sur ce à quoi ont conduit les guerres précédentes qui n'ont pas la portée de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, vous avez cette idée du dépassement de la guerre par 36 formes à travers toute une série de manifestations qui se mettent très tôt en place dès le 19e siècle. Et donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, ben, vous avez exactement le même phénomène. Il y a quand même des formes d'internationalisation et d'européisme qui se mettent en place, même si ça ne se traduit pas par la création des premières institutions. Il y a eu des tentatives. Il y a eu Aristide Briand qui est la tentative la plus connue, et Dieu sait que c'est une réflexion aussi bien sur les relations internationales que sur l'Europe, que sur la création d'une société internationale derrière le projet Briand. Il y a eu les premières formes, parce qu'il ne faut pas non plus dans ce récit faire comme si tout avait été inventé après 1945. Il y a aussi eu les premières formes de tentatives de rapprochement franco-allemand, et vous retrouvez des choses similaires à ce qui se passe après 1945. C'est souvent davantage la société civile qui a une avance sur les politiques, qui essayent de tendre la main à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, avant que les politiques n'institutionnalisent, avant ce fameux couple Briand-Stresemann. Qu'est-ce qu'il y a comme initiative? Le but n'est pas de le répéter ici. Qu'est-ce qu'il y a comme initiative qui viennent du privé, du monde des affaires, d'intellectuels, d'anciens combattants, pour essayer de tendre la main aux Allemands? Alors, ce à quoi me fait réfléchir l'entre-deux-guerres, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'une coopération puisse se mettre en place là où elle ne s'est pas mise en place. Ok? Et donc, il faut peut-être réfléchir à d'autres éléments. Peut-être qu'il faut chercher des éléments dans les traités. Peut-être qu'il faut chercher des éléments dans le récit national fait par un certain nombre de pays de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. La légende, le mythe du coup de poignard dans le dos a terriblement œuvré en Allemagne. Ça permettait à une population de s'y raccrocher, alors que la réalité ne correspond pas à un coup de poignard dans le dos. Hein. Regardez, et ça marque jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un comme Viktor Orban, on rentre un peu dans l'actualité, nous abreuve en permanence de ce traité du Trianon, consécutif à la Première Guerre mondiale, et avec ce mythe d'une spoliation hongroise qui aurait été mise en place là, et sur laquelle, quand il peut, il tente de revenir. C'est quand même à cause de ce fameux traité de Trianon, dans la mémoire hongroise, qu'il a sans aucun problème pu donner la double nationalité ou la nationalité hongroise à toutes ces minorités hongroises éparpillées un peu autour de la Hongrie. Donc il faut peut-être plutôt réfléchir à qu'est-ce qui a empêché l'émergence d'une politique qui a permis la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a une dernière chose que je vais mettre sur la table, juste pour faire des points de comparaison entre les deux après-guerre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce sont des Européens qui négocient la sortie de la paix. Le président américain, une fois qu'il a sa Société des Nations, il est tranquille et il nous laisse faire. Ok? Je schématise, mais je suis prêt à débattre longuement. La Seconde Guerre mondiale, quand vous êtes vaincu, complètement vaincu, et que vous n'avez plus rien à dire pour votre reconstruction, puisque ce sont les deux grands qui sont là. La question, vous l'envisagez différemment. Il y a une chose que je répète tout le temps, attention à l'impact de la guerre froide et de la rivalité américano-soviétique, elle a été décisive.
en matière de construction européenne. Et ça, c'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Mais elle a été décisive, mais parce que nous n'avions plus rien à dire. Tout notre sort a été discuté entre Téhéran, Moscou, Yalta, Potsdam et l'amorce de la guerre froide. Quel poids vous avez là-dedans? Peu de poids. Donc vous pouvez écrire autrement votre récit et donner d'autres impulsions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sherman, pour votre réponse à cette question. Est-ce que, Mesdames Béraud et Caligaro, vous souhaiteriez ajouter quelque chose à ce propos? J'aimerais ajouter sur cette idée effectivement de est-ce que l'Europe commence, enfin disons l'héritage des guerres et l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que évidemment il y a des projets même extrêmement anciens hein, sur ce que pourrait être une Europe d'ailleurs idéalisée ou en tout cas en réaction à d'autres guerres. Hein, je pense même à des projet de Diébra, par exemple, contre l'avancée turque ou des éléments comme ça. Mais je pense qu'il y a après la Deuxième Guerre un rôle tout à fait du droit, en fait, qui apparaît. D'abord parce que la Deuxième Guerre, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais la Deuxième Guerre, c'est aussi une guerre qui mène à l'invention des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Donc il y a une espèce de moment quand même, en tout cas c'est juridiquement, et je pense par exemple au livre de Philippe Sands qui explique ça très bien, il y a une rupture parce qu'il y a une invention quelque part à faire sur le plan juridique parce qu'on a dépassé ce qui était finalement le crime de guerre. Et ça, au niveau européen, ça va mener à la Convention européenne au Conseil de l'Europe et à la Convention européenne des droits de l'homme, et donc à une configuration juridique tout à fait spécifique. Et quand on regarde la manière dont se fait la CECA, le traité de Rome, etc., il y a quand même une volonté de trouver autre chose. D'abord, il y a un premier constat qui est la faillite de l'État, puisque l'État n'a pas réussi à empêcher finalement le passage de ce qui a été l'horreur du génocide. Et ça, il y a tout un courant effectivement de lecture du droit constitutionnel comme étant finalement insuffisant pour prévenir ce genre de développement. Et puis, il y a la faillite du droit international. C'est-à-dire que quand on regarde Robert Schuman, par exemple, c'est quelqu'un qui ne croit pas au droit international parce que le droit international a mené à la guerre. Au sens où le droit international a certes créé la Société des Nations, mais que les faiblesses du droit international et la non-ratification par les États-Unis, etc., ont mené à la guerre. Donc l'idée, ça a été de trouver une solution juridique inédite par une espèce de mixte entre l'approche constitutionnelle et l'approche de droit international. Alors, c'est fondateur en fait du droit européen. Le droit européen, ça a été un droit qui s'est d'abord détaché du droit international très tôt en fait. La Cour de justice le fait en 1963. Et contre toute attente en 1963. C'est un coup de poker qu'elle joue en 1963. Et puis ensuite, de détachement du droit constitutionnel, alors qu'elle fait en 1964 avec l'idée de primauté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-dessus de la Constitution. Ce qui, par rapport aux théories de Kelsen, etc., va perturber pendant d'ailleurs quelques années. On en a même encore des témoignages récents, les cours constitutionnels. Donc, je pense qu'il y a aussi, l'idée, c'était aussi par le droit de créer cette discipline que les États n'ont pas su avoir par une coopération politique. En tout cas, ça a été très fort au début de l'Union européenne. Les choses sont évidemment différentes aujourd'hui parce que le rapport de la tension entre États et Union européenne, elle n'est pas résolue pareil du point de vue juridique, mais c'est pour ça que la souveraineté à l'époque n'arrive pas à finalement être un argument audible
dans la logique, à la Cour, elle dit en 63 que les États ont accepté, certes dans des domaines limités, mais ont accepté de limiter leurs droits souverains. Donc il y a vraiment effectivement une volonté de dépassement qui est due à ce qu'a été finalement le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour beaucoup de juristes. Merci Madame Béraud pour votre réponse, qui est d'ailleurs la question que j'allais poser. Donc, c'est parfait. Juste, si je peux vous demander de compléter par d'autres exemples au niveau donc des résidus, entre guillemets, ou en tout cas de l'héritage de la guerre dans le corpus de textes législatifs européens, que ce soit du côté du Conseil ou du côté de l'Union. Vous avez parlé des crimes imprescriptibles et des crimes contre l'humanité qui ont été créés post-Shoah, post en tout cas génocide. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, peut-être au niveau des droits fondamentaux ou autres au niveau de l'héritage ? Je pense que typiquement, ce qui a été réussi par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été aussi une aventure juridique parce que ça n'était pas évident, c'est-à-dire d'avoir ce système de sanctions des violations de droits fondamentaux au niveau régional, ça c'est directement hérité aussi de cette ambiance et du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau européen, je pense aussi que, au niveau par exemple, si on prend l'Union européenne et la façon dont ont été fabriquées la CECA elle-même. La CECA, on a choisi ce qui servait à faire la guerre à l'époque et l'idée d'un supranationalisme qui est inscrit dans le traité, qui est moins fort dans le traité suivant, dans le traité de Rome, même si on va retrouver cette idée finalement d'obliger les États à s'interconnecter là où ils s'étaient déchirés en fait. Donc ça, ce sont des éléments effectivement qui peut-être sont moins explicites que ne peuvent l'être la protection des droits fondamentaux ou les crimes contre l'humanité, mais on sent au niveau juridique cette volonté de trouver des moyens de lier les États par-delà la souveraineté nationale, enfin tout ce qu'on a hérité finalement de la période révolutionnaire, entre autres, qui a montré ses limites au moment en particulier de cette Deuxième Guerre mondiale, probablement de la première aussi, mais parce que la première était d'une violence, enfin, on l'a répété aussi avec la commémoration là, du 11 novembre, de ce 11 novembre. Je trouve que ça s'est apparu assez clairement dans le débat public. Mais c'est vrai que je pense que en droit, ça se voit moins parce qu'on a essayé de résoudre ça avec finalement les anciens moyens qu'on avait, c'est-à-dire d'essayer de dépasser ce traumatisme-là par la coopération internationale. Merci beaucoup pour votre réponse, Madame Béraud. Vous parliez de la CECA. On sait qu'elle a existé notamment pour mettre en commun les ressources essentielles à la guerre. Et la France s'est d'ailleurs peu après opposée à la mise en place d'une communauté européenne de la défense, notamment parce qu'elle ne voulait pas voir l'Allemagne se réarmer. Aujourd'hui encore, il est assez difficile de parler d'armée européenne dans le débat public. Pensez-vous que c'est justement à cause des guerres que la construction européenne n'a pas eu et n'a toujours pas de volet militaire? Peut-être Madame Kelly Garo pour commencer? Non, là-dessus, je vais laisser peut-être Sylvain Schirman répondre, parce que j'ai beaucoup de choses peut-être qui étaient en lien sur le rôle de la Shoah, etc. Donc ça nous fait revenir en arrière. Mais du coup, je préfère non, mais laisser je pense qu'il faut revenir en arrière. Vous m'excusez d'interférer Oui, oui. dans le débat, parce Ah, que moi aussi j'avais des choses à dire sur le retour en arrière. Donc après, je répondrai à sa question. Alors, Allez-y. revenons J'interfère, en mais arrière. Revenons en arrière et Madame Caligaro d'abord, Monsieur Schirman ensuite. D'accord. Donc du coup, ce ne sera pas du tout sur la CECA ou une armée européenne. C'est parce que Andrea, vous avez mentionné l'impact de l'Holocauste. Et ce que je voulais juste indiquer, parce que vous aviez, en fait, vous évoquiez dans les questions que vous nous avez envoyées aussi l'émergence d'une mémoire européenne dans les années 90. Du coup, je reviens sur cette question qui finalement n'a pas été posée, mais c'est en lien à ça. C'est justement ce qui...
Ah, très bien. Bah, du coup, excusez-moi, j'anticipe, mais voilà, c'est la question que vous venez de poser avant m'y amène. Euh, ce qui est important, c'est que justement dans les années 90, du fait évidemment de la fin du bloc communiste, il y a une sorte de dégel des mémoires, d'abord en Europe occidentale, parce que même si évidemment il y avait déjà eu tout un travail de mémoire sur les crimes, notamment de la Seconde Guerre mondiale, c'est un travail qui a été très long. Il y a eu aussi un très long silence dans les décennies qui ont suivi la guerre. Tous ces traumatismes ont souvent été tus. Pour justement se focaliser sur la reconstruction, les réconciliations au sein des sociétés, sur même la reconstruction matérielle, économique. Donc tout ça a déjà mis du temps à se mettre en place et pour vous prendre un exemple justement de ce dégel des mémoires dans les années 90, c'est en 95 que le président Chirac reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation de Juifs. Donc vous voyez que ça a pris énormément de temps. C'était des choses qui n'étaient pas encore possibles en France dans les années 80. Et ce qui s'est passé, et vous avez mentionné ça aussi plus tard dans vos questions, il y a eu dans ces années-là, et ça a culminé avec la conférence sur l'Holocauste, le Forum international sur l'Holocauste à Stockholm, où il y a eu vraiment une reconnaissance par toutes les parties prenantes de la singularité de la Shoah. Et ça a eu un impact, c'était une conférence internationale, mais ça a eu un impact très fort pour les Européens, puisque c'est un crime évidemment qui a été commis sur le continent européen. Et c'est là, il y a une chercheuse, Annabelle Litos-Monet, qui dit que l'Holocauste a acquis un statut de mythe définitionnel. Alors évidemment pas le mythe au sens d'un fait qui ne serait pas bien réel, mais que ça acquiert justement pour la communauté un poids, une référence identitaire très forte. Alors c'est évidemment paradoxal parce que c'est un crime, donc ça a posé cette question que les Européens acceptaient un crime en fait comme quelque chose de fondamental dans leur identité commune. Et alors ensuite, on y reviendra plus tard parce que je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Là, c'est une première période dans les années 2000. Et là aussi, en 2007, il y a eu justement au niveau juridique européen, au niveau du Conseil, il y a une décision cadre pour dans le combat contre le racisme et la xénophobie, où il y a une criminalisation de la négation de l'Holocauste, des génocides, des crimes contre l'humanité. Et évidemment, ça visait en particulier l'Holocauste. Donc, en effet, il y a ce statut que l'Holocauste prend dans l'identité européenne, du fait de décisions juridiques et d'actes symboliques aussi. Et tout ça va être remis en question par l'élargissement. Parce que là, quand on parlait de récits divergents, les pays qui rejoignent l'Europe et qui, eux, ont connu le régime communiste et puis aussi une autre vision des faits de la Seconde Guerre mondiale, vont venir en fait contester la centralité notamment de l'Holocauste et en général ce récit qui était celui qui s'était en quelque sorte établi dans les années 90 et au début des années 2000. Mais donc ça, on pourra en discuter après, mais pour noter qu'il y a deux moments en fait clés, les années 90 et ensuite l'élargissement qui va venir chambouler tout ça. Mais je m'arrête là et du coup, je vous laisse revenir. Peut-être donc Sylvain voulait aussi revenir. Oui, ce qui était très important dans l'intervention d'Oriane Caligaro à l'instant, c'est qu'elle vous a quand même très clairement montré que c'est une construction. Voilà. Et que ce qui est héros à un moment n'est pas nécessairement héros à un autre moment. J'ai ici le tort d'être âgé parmi ce panel, mais quand je me souviens de mes 20 ans, ou d'un peu moins de mes 20 ans, le héros de la Seconde Guerre mondiale, c'était le résistant. Hein, et la Shoah était quelque chose de secondaire, et que souvent pour bousculer, ça je me souviens très bien de cela, et que pour bousculer souvent cela, il faut des choses extérieures. On est redevable aux travaux de Paxton,
et à une historiographie américaine d'avoir bousculé un peu le regard que la France avait sur ces questions-là. Mais alors pour en revenir un peu, c'est là où je disais je voulais revenir en arrière, il y a quand même une mémoire un peu partagée aussi de la guerre, c'est la résistance. La Seconde Guerre mondiale, elle a partout donné naissance à des courants de résistance à travers l'Europe. Et donc, si on veut aller dans l'après-guerre, il faut aussi faire la mémoire, non pas de la guerre, mais aussi de la résistance pendant la guerre. Et là aussi, quand vous abordez la question de la résistance et de la mémoire de la résistance, quand même, euh, le panel de valeurs pour lesquelles ces gens se battent est quand même extrêmement varié et vous allez retrouver ces variétés dans les enjeux de l'après-guerre. Je peux rentrer en résistance par simple défense de ce que j'estime être l'idée nationale. Et il y en a combien qui sont entrés dans la résistance par simple défense de ce que j'estime être l'idée nationale, l'indépendance nationale et la souveraineté nationale. Il y en a une grande partie, mais je peux aussi rentrer là-dedans. Il y a aussi d'autres courants pour essayer de dépasser ce qui était la logique internationale, la logique politique antérieure, mettre là-dedans des valeurs, et c'est pas un hasard si pendant cette phase de résistance, vous avez des déclarations majeures qui sont adoptées et qui imprègnent l'Europe de l'après 45, le manifeste de Van Ventotene, et c'est 41, hein, n'est-ce pas? On est en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est un acte de résistance, et ce sont d'ailleurs des exilés politiques. La déclaration de Genève de 9 mouvements de la résistance européenne de 44, c'est quoi? C'est aussi un appel au dépassement de l'État-nation. Et des exemples de ce type, on pourrait en prendre quelques-uns. Le manifeste de Buchenwald du SPD allemand, enfin des prisonniers sociodémocrates allemands du camp de Buchenwald, rédigé par Hermann Brill, c'est encore un de ces textes qui vous montre que voilà, la résistance génère des récits, mais des récits qui sont multiformes, puisqu'on a commémoré aussi ce mois-ci le 50e anniversaire de la mort de De Gaulle. Vous avez de ces récits autour de la résistance que l'actualité vous a ramené. Lequel est le vrai, lequel est le faux? Bon, moi, comme historien, je vais aller travailler les récits, travailler les archives, travailler les documents, les confronter et vous ramener une vérité historique. Mais qu'est-ce que la population française retient? À quel récit elle adhère? Et là, vous avez quelque chose d'assez multiforme, mais il est certain qu'à la sortie de la guerre, on a beaucoup plus facilement adhéré au mythe de l'héroïsme national qu'à d'autres formes de récits. Donc, il faut replonger là-dedans. Maintenant, très rapidement, quant à la question qui m'a été posée avant sur la CED, il faut traiter ce problème avec beaucoup de prudence. Parce que, en fait, qui est-ce qui dit que la France n'a pas voulu de la CED à cause de son opposition au réarmement allemand? Parce que le réarmement allemand, c'est une partie de la réponse française à la CED. C'est jamais la globalité. Hein. Moi, je peux vous isoler des gens qui tiennent ce type de discours et ensuite vous montrer quand même quelques éléments historiques sur cette CED. En général, les européistes, c'est-à-dire ceux qui rêvent d'un projet européen de nature fédérale, disent que la France a retardé à ce moment-là définitivement le projet de construction européenne. Mais quand ils disent ça, qu'est-ce que ça veut dire? Analysons et regardons une réalité. La France, elle est aussi engagée à l'époque dans des guerres coloniales. Ok? Quel État, elle n'est pas le seul d'ailleurs des États européens qui construisent, quel État met son armée en commun alors qu'il mène des guerres ailleurs? Je vais quand même rappeler un certain nombre de choses de ce type qui rendent la question de la CED beaucoup plus complexe qu'on veut bien le faire dire dans certains des milieux qui ont dénoncé l'attitude française, qui est aussi une position de mémoire et une position politique. On oublie très souvent quand on aborde cette question de rappeler par exemple que l'Italie a décidé de ratifier quand tout le monde aura ratifié. Comme on savait que le projet allait avoir des difficultés en France, eh bien, on a dit, laissons les autres ratifier, on ratifiera à la fin. Ce qui fait que la CED n'a jamais été ratifiée en Italie, et pour cause, puisque la question de procédure française a fait que le projet a échoué. Donc,
vous voyez combien cette question est extrêmement difficile, est liée au contexte et est elle-même l'objet d'approches très diversifiées de pays à pays. Il est certain que le Luxembourg, je ne suis pas péjoratif en disant ça, le Luxembourg et les Pays-Bas auraient souhaité cette CED, cette armée européenne, mais dès que je sors de là, c'est déjà plus complexe chez les Belges, qui ont aussi des colonies. Okay, les Néerlandais ont soldé leurs colonies. C'est plus complexe chez les Français, c'est complexe chez les Italiens. Et puis vous n'oubliez pas un élément du contexte, la guerre de Corée a pris fin, et pour les Américains, il n'était plus nécessaire d'avoir une armée européenne. D'ailleurs, ils nous l'ont bien réorganisé après, avec l'union de l'Europe occidentale, hein, le réarmement allemand, et l'Italie qui ne voulait pas rentrer dans l'OTAN et qui a été obligée de rentrer à ce moment-là dans l'OTAN. Donc, comme ça, on peut regretter qu'il n'y ait pas d'armée européenne. On a le droit, légitimement, par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Mais n'oubliez jamais, ne faites jamais d'anachronisme, placez-vous toujours dans le contexte de l'époque, et puis voilà, le reste, c'est une question d'enjeu. Ce qui fait qu'en fait, c'est difficile d'écrire une mémoire européenne. En effet. Est-ce que parmi nos intervenants, vous voulez réagir ou ajouter des éléments? Sinon, juste aussi, je rappelle que vous êtes les bienvenus pour poser des questions, que ce soit en levant la main ou dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à les poser et à être partie prenante de cette discussion qui est intéressante. Et j'espère que ce sentiment est partagé avec tout le monde. En tout cas, c'est notre sentiment à nous. Sinon, en attendant, moi, je souhaitais replacer le débat sur le curseur de la diversité au niveau de l'Union européenne et de la coexistence de cette diversité. Comme Madame Caligaro, vous l'avez fait remonter un peu plus tôt, il y a cette question de la diversité des mémoires, mais qui part aussi de la diversité des vécus et du fait qu'on ne se place pas. Déjà, on est au niveau de l'Union, on se place, on est dans l'hémicycle du Parlement européen et on discute entre vainqueurs et vaincus, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. On discute entre pays qui ont été dans le bloc de l'Ouest et pays qui ont été dans le bloc de l'Est. On discute entre pays qui ont vécu un génocide assez récemment, dans les années 90 avec la guerre. Peut-être que génocide est un mot un peu maladroit. Mais en tout cas, la guerre d'ex-Yougoslavie était assez violente. Et c'est des pays qui sont aujourd'hui d'ailleurs en pleine reconstruction. Donc, comment parler de mémoire et de récits communs quand il y a toute cette diversité de vécus, de ressentis au niveau de l'Union et comment arriver à parler de passé sans tomber dans la maladresse? C'est peut-être Madame Caligaro, si vous voulez commencer. Vous qui d'ailleurs avez écrit pas mal à ce propos. Écoutez, il n'y a pas évidemment de réponse, c'est toute la difficulté. Alors pour simplifier un petit peu à outrance, je dirais que la solution qui me semble avoir été celle adoptée maintenant au niveau des institutions européennes, encore une fois, moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est les institutions comme entrepreneurs de mémoire, et notamment donc, les institutions européennes. Une des solutions qu'elles ont trouvées, c'est un discours de victimisation, en fait. Enfin, le terme sonne très mal, mais en fait, d'avoir un discours de victime, victimaire peut-être, c'est celui qui serait utilisé, pour l'ensemble des Européens. C'est-à-dire que dans la diversité des expériences des guerres, en fait, tout le monde se retrouve si tout le monde est placé du côté des victimes. Et qu'on essaye d'oublier au maximum la désignation des responsables, des criminels. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. Alors, je vous disais, je vais passer un petit peu rapidement, mais je vous disais qu'après l'élargissement, il y a eu donc ce que j'appelle aussi enfin, je ne suis pas la seule, hein, le terme a été formulé par d'autres auteurs avant moi, mais des entrepreneurs de mémoire, notamment dans les pays de l'Est,
qui ont donc vraiment fait une activité de lobbying intense au sein des institutions, donc notamment au sein du Parlement, des membres du Parlement européen, pour donc effectuer ce changement de récit central et venir, comme je vous le disais tout à l'heure, atténuer ou même remettre en question cette centralité de l'Holocauste pour avoir une reconnaissance des crimes du stalinisme et des régimes communistes en général, comme un trauma au même titre que la Shoah. Voilà, évidemment pour résumer. Alors, ils ont parfois échoué parce que, par exemple, ils ont tenté d'avoir la même criminalisation de la négation du stalinisme, donc là, pour avoir le même statut légal, mais ça a échoué, par exemple. Donc, à ce niveau-là, ça a échoué, mais par exemple, si vous regardez dans les programmes de la Commission européenne, notamment un programme qui s'appelle la mémoire active, Active Remembrance, qui fait partie du programme de la citoyenneté active. Donc là, il s'agit de financer, parce qu'il y a des programmes, c'est dans les programmes culturels de l'Union européenne pour financer des initiatives comme la vôtre, des initiatives d'étudiants, de musées, etc. Eh bien, il est question dans ce programme qu'il est nécessaire pour promouvoir les valeurs communes de l'Europe, pour promouvoir une identité européenne, de conserver, de préserver la mémoire des deux totalitarismes, du nazisme et du stalinisme, qui, dans un tel programme, sont mentionnés ensemble, vous voyez, côte à côte, et répondant à cela, à la demande donc de toute une série de pays, de nouveaux membres. Autre exemple de cela, en tout cas dans le discours institutionnel, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure des journées de la mémoire européenne qui sont donc reconnues et qui ont été introduites par le Parlement européen. Eh bien, un autre qui a été introduit en 2008-2009, c'est la journée européenne pour les victimes des totalitarismes nazis et staliniens. Et la date qui a été choisie, parce que là aussi on parle quand même de régimes très différents, eh bien c'est la date de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, donc le pacte de non-agression, donc c'est le 23 août que l'Europe, l'Union européenne célèbre ensemble les victimes du nazisme et du stalinisme. Avec donc ce pacte secret qui montre la collusion entre les deux grands totalitarismes européens du XXe siècle. Et vous voyez que là, il y a cette idée dont célèbre donc les victimes. On ne parle pas des responsables, des criminels. On n'entre pas dans les détails des crimes parce que c'est là que tout le monde va commencer à entrer en désaccord. Et je vais prendre un dernier exemple avant de laisser la parole à mes collègues. Autre grande construction au sens propre du terme institutionnelle en vue d'établir une mémoire européenne, c'est la Maison européenne de l'histoire, qui a été ouverte en 2015 et qui est donc une initiative du Parlement européen. Vous voyez que c'est un acteur mémoriel important. Où il était donc vraiment le but, c'était d'établir une mémoire afin de renforcer cette identité commune. Et puis une mémoire commune justement après l'élargissement et toutes les questions que ça posait, tous les conflits mémoriels que ça pouvait ouvrir. Eh bien, bon, c'est une exposition, je vous invite tous à aller la voir parce que c'est évidemment très subjectif comme on interprète un musée, une exposition, mais il y a quand même des lectures qu'on a été faites, et je pense notamment à un collègue, Wolfram Kaiser, un historien allemand qui a fait plusieurs publications sur ce musée et qui, lui, justement, sa conclusion, c'est qu'il y a en effet une description des Européens comme victimes et il observe qu'il y a une sorte de... Les systèmes nazis, staliniens et les régimes communistes sont décrits de manière très abstraite. On se concentre essentiellement sur les figures des chefs, sur Hitler, sur Staline, mais que le rôle des sociétés, l'implication des individus, parce que les crimes, voilà, ils sont pas
perpétrés par un système abstrait, il y a toute une série évidemment de responsabilités, et bien ces responsabilités, elles sont un petit peu escamotées dans l'exposition de ce musée pour se concentrer sur les victimes. Donc même le peuple allemand, etc., sont même présentés comme les victimes d'un système, sans poser toute la question de voilà, comment Hitler est arrivé au pouvoir, quel soutien il a pu avoir dans la société, et les mêmes questions se posent évidemment pour les autres régimes totalitaires. Donc vous voyez, la réponse, donc vous voyez, je vous fais une réponse très... Mais en tout cas, celle qui semble avoir trouvé les institutions, quand on voit les initiatives symboliques, muséales qui ont été prises, c'est celle de placer tout le monde sous ce statut de victime. Comme ça, chacun est reconnu dans sa position de victime. Et puis, on oublie, on ne discute pas des responsabilités, en tout cas dans ces lieux symboliques, on évite ces sujets-là parce que précisément, là, on arrive à de potentiels conflits et qui sont encore très vifs aujourd'hui. Et moi, ce qui m'inquiète un peu en cela, et je vais arrêter là, c'est que c'est quelque chose, c'est ce qu'on voit aussi dans ce que font des gouvernements comme en Pologne. Sylvain Schirman parlait tout à l'heure du gouvernement Orban. Ce discours victimaire qui est bien utile pour, encore une fois, escamoter les responsabilités, c'est celui qui a été adopté par ces régimes dans les instituts de la mémoire qu'ils ont mis en place, parce qu'il y a aussi une forte activité mémorielle dans ces démocraties illibérales. Et vous voyez que, voilà, on voit aussi le lien très problématique qu'il peut y avoir quand dans une démocratie, le gouvernement veut réécrire l'histoire et mettre main basse sur la mémoire commune. Voilà, cette équivalence entre les deux grands totalitarismes et ce discours victimaire qui évite de discuter des responsabilités, c'est un peu aussi celui qu'on observe notamment en Hongrie ou en Pologne. Voilà, je m'arrête là. Très intéressant effectivement de voir qu'on aime bien désigner les victimes et pas beaucoup les bourreaux. Vous avez commencé à parler notamment de la politique du PiS polonais. Ma question s'adresse à tout le monde. On va peut-être commencer par Monsieur Schirman. Quelle est la place pour l'enseignement dans la formation d'une mémoire européenne? On voit que la mémoire est un véritable enjeu, notamment dans les politiques gouvernementales d'éducation. Ben écoutez, ça passe qu'à travers la transmission, la mémoire. Et donc, fatalement, l'enseignement étant un acte de transmission, il est central. Mais je voudrais revenir à ce qui vient d'être dit et qui montre très bien que les entrepreneurs de mémoire, la construction de la mémoire, on enlève, on garde un récit et donc on gomme. Et toutes les mémoires ont fait ça. Je veux dire, la construction d'un récit national français s'est fait en gommant des mémoires locales, en gommant des mémoires régionales, en gommant des souffrances. Et donc, ça vient d'être très très bien mis en valeur ici. Alors, puisqu'on parle de mémoire européenne, on vient d'insister à propos du nazisme et du stalinisme, le fait de faire converger quelque chose vers la mémoire victimaire. Mais si vous voulez voir émerger une mémoire commune à des gens, justement, il faut trouver un récit qui soit acceptable de part et d'autre. Et j'ai en tête quelques éléments qui intéressent quand même la construction de la mémoire européenne. Au moment du 40e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8 mai 1945, le président allemand Richard von Weizsäcker avait fait un magnifique discours. Dans la foulée, vous savez, de cette période où François Mitterrand et Helmut Kohl ont se sont de nouveau un peu rabibochés et rapprochés la France et l'Allemagne après quelques mois de flottement. Weizsäcker avait expliqué qu'en fait, le 8 mai 1945, c'est pas la défaite de l'Allemagne, c'est la libération de l'Allemagne. La libération d'un système qui est le système national-socialiste, le totalitarisme, et que les Allemands ne devaient pas ressentir ce 8 mai 1945 comme un deuil, une défaite nationale.
mais comme le premier jour d'une nouvelle perspective. Et donc, quand vous regardez ce discours de Weizsäcker, et encore une fois, il faut toujours regarder qui prononce ces discours. Weizsäcker ne peut pas être suspecté de quoi que ce soit. C'est le fils d'un haut dignitaire national-socialiste, puisque c'est le fils de l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Hitler, ok, qui a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ambassadeur à Rome, donc ambassadeur auprès de l'allié, Mussolini. On n'envoie pas n'importe qui à Mussolini. Et donc c'est cet homme-là qui a pris conscience de ce qui s'est passé et qui le lie au drame de sa vie. Parce que c'est pas facile d'être le fils Weizsäcker en 45, 50, 60. Et donc on réfléchit, d'ailleurs il a un frère qui est un des plus grands physiciens allemands. Les deux ont commencé dès la fin de la guerre au nom de l'histoire allemande à militer pour la paix, la réconciliation, le rapprochement franco-allemand, etc. Et ce type arrivé aux affaires, parce que c'est la seule fonction d'un président allemand, c'est de pouvoir faire des discours à tonalité morale, à rappeler des principes, vous dit 8 mai 45, les mémoires européennes peuvent converger, le mur n'est pas encore tombé, il le dit en 85, peuvent converger si on a la lecture de ce 8 mai comme d'un épisode de libération. En même temps, ça veut dire que pour lui maintenant, en fait, il a une... Et il attribue, il est chef d'État quand même, il attribue au peuple allemand cette mission de continuer à travailler pour ces valeurs qui ont conduit à la libération de l'Allemagne. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple comme ça où on veut lier les mémoires, c'est Willy Brandt à Varsovie. Je ne sais pas si vous vous souvenez du geste du chancelier de l'Ostpolitik à Varsovie quand il s'agenouille devant le monument en mémoire aux victimes du ghetto. Enfin, Willy Brandt n'est en aucun cas coupable individuellement de la catastrophe nationale socialiste, puisqu'à 16 ans, en 1933, il rentre dans la résistance à Hitler et il ne bougera plus de cette ligne jusqu'à la libération totale. C'est ce chancelier-là qui fait, au nom de l'Allemagne, un acte de reconnaissance des crimes commis. Et donc, ce que disait Oriane avant et que je rejoins, il faut faire converger, il faut rendre des avenirs possibles, et donc qui fait le geste? Et vous apercevez que, à côté d'entrepreneurs de mémoire, ces gestes spectaculaires de personnalité peuvent amener à dépasser des récits. Donc, voilà des choses qui sont intéressantes. Je rebondis, moi, ce que je retiens de fort dans la déclaration Schuman de 1950, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul pays nommé, l'Allemagne. C'est-à-dire vous avez un ministre des Affaires étrangères français qui dit la main elle est tendue à l'Allemagne. Il ne dit pas à l'Europe. Il dit ensuite à ceux qui veulent nous rejoindre, mais prioritairement à l'Allemagne. Donc ces gestes-là essayent d'écrire et d'ouvrir une écriture commune. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Avec Weizsäcker, ça a plutôt bien fonctionné parce que je pense qu'à quelques exceptions près, mais les choses vont bouger après 90 pour les raisons qu'Oriane Caligaro a indiquées aussi à l'est de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a un problème qui est de réconcilier deux mémoires. Et on n'a pas terminé encore ce travail de réconciliation. Et donc, ce geste, au moins au moment de la RFA, permettait de lier la mémoire allemande à d'autres mémoires européennes sur la fin de la guerre. Et vous avez un pays, je termine là-dessus, qui n'a pas fait ce geste de lecture, qui essaye et ça pose parfois un certain nombre de problèmes, c'est l'Italie. Vous n'avez pas de la part des dirigeants italiens ce geste important vis-à-vis du reste de l'Europe sur le fascisme que les Allemands ont réussi à faire. Et après, un dernier point par rapport à ce que Oriane Caligaro disait, en général, ces débats de mémoire qu'elle évoquait sont précédés de bons débats entre intellectuels. Et là, je réponds aussi à vos questions sur la construction, la transmission, l'enseignement. Je pourrais vous montrer qu'à chacun de ces débats, il y a eu des querelles de collègues de sciences politiques, d'histoire contemporaine. Le livre Voir du communisme de Courtois, avec la réponse d'un autre livre, celui de Sabine Dulin,
je cite elle parce que c'est une bonne copine, donc voilà, qui mettent en question ce livre noir du communisme. Et ce sont des débats d'intellectuels. Vous les avez aussi sur la Seconde Guerre mondiale, sur les crimes de guerre, sur la responsabilité. Vous avez de bons débats intellectuels qui montrent où sont les lieux de fracture. Ben moi, j'allais dire, pour la mémoire, laissez ces débats intellectuels se dérouler, aller au terme, vider leurs querelles, construire scientifiquement les choses, et puis il en restera quelque chose pour la mémoire européenne. J'ai été long, vous m'excusez. On vous excuse sans problème, d'autant plus que c'est très intéressant. Madame Béraud, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet? Euh, En fait, quand on regarde ce que les différents traités écrivent, depuis le traité CECA, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'histoire qu'on construit, c'est d'abord l'histoire supranationale, c'est-à-dire l'idée qu'il faut cette discipline, il faut discipliner les États parce que sinon, si on les laisse faire, ils se font la guerre. C'est l'arrière-pensée du traité CECA, en tout cas sur le plan des mécanismes juridiques. Avec cette haute autorité, comme on l'appelait à l'époque, et le nom est significatif de ce qui deviendra ensuite la commission, ce qui est une dégradation en termes de terminologie assez importante, dès le traité de Rome. Et en fait, ce qu'on écrit ensuite est assez différent. C'est plus dans les traités l'idée d'un supranationalisme, c'est une double idée. C'est l'idée d'abord de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire que, et ça rejoint exactement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a des différences, que ces différences, elles sont positives pour l'Europe et que il faut vivre avec ces différences et que l'Union européenne, ça sera un espace dans lequel on va vivre à partir des différences. Ce qui, dans la construction d'un droit commun, est quand même totalement inédit, avec un principe comme le principe de reconnaissance mutuelle que vous avez peut-être tous pratiqué en étant étudiant Erasmus, qui est complètement inédit dans les relations entre les États membres. Et on voit apparaître aujourd'hui alors il y a un récit d'abord qui est cassé, qui est le récit des valeurs, avec ce qui a été signalé avant, c'est-à-dire l'idée que les valeurs de l'Europe qui étaient le minimum du contrat commun, dans les conditions d'adhésion. On respectait les valeurs de l'Europe et on pensait qu'en ayant mis un certain nombre de barrières juridiques, par exemple l'obligation d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, de passer par le Conseil de l'Europe comme un sas à l'Union européenne, que ces éléments-là videraient quelque part au niveau juridique toute contestation des valeurs. Et puis on voit bien que aujourd'hui, on a évoqué la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, ça a pu être aussi le cas de la Roumanie il y a quelques mois. Il y a un discours qui est aussi le discours de la contestation de certaines valeurs. Et au cœur de ces valeurs, quand on fait le lien avec les guerres, c'est quand même assez intéressant de voir que la valeur qui est contestée, c'est l'état de droit. C'est-à-dire toute cette capacité finalement de la justice à venir interdire les arbitraires. Et c'est actuellement le point sur lequel, et vous le voyez encore avec le plan de relance, c'est le point sur lequel viennent se cristalliser les oppositions sur les valeurs européennes. Et puis parallèlement à ça, il y a la construction sur la solidarité. Et en fait, c'est assez. On passe d'un discours où la solidarité, elle était mécaniquement créée par le marché intérieur, par l'appartenance à des politiques communes, donc que c'était une évidence que les États allaient être solidaires. Ça, c'était la première partie, je dirais, jusqu'au traité de Maastricht. Et puis, depuis le traité de Maastricht, cette solidarité, elle doit être de plus en plus construite, jusqu'à même trouver les moyens de rendre la coordination entre les États obligatoire. Et là, il y a un texte qui est intéressant qui est sorti le 11 novembre. Alors, je ne sais pas si la date, mais je suppose que la date a été réfléchie, même si elle n'a évidemment pas la même signification d'un État à l'autre. Mais regardez les propositions qu'a fait la Commission européenne sur l'Union de la santé le 11 novembre dernier. Et la proposition de texte qu'elle a faite, qui est un règlement,
donc qui est le texte le plus puissamment unificateur dans l'Union européenne, mais un règlement qui en fait rend obligatoire de la coordination entre les États en matière de transfert de malades, en matière de solidarité au niveau des médicaments, au niveau des masques, au niveau etc. Et on sent bien que cette solidarité, on l'a vu dans la crise migratoire, on l'a vu au début de la première crise de la Covid, on va dire. C'est ce qui a effectivement le plus surpris, je pense, dans les institutions européennes, que ce manque de solidarité. Puis la toute dernière chose, je ne vais pas être trop longue, mais dans le traité, ce qu'on voit aussi, c'est que l'Union européenne, elle est Union européenne sur un non-dit. Ce qui est intéressant quand on relie ça à l'idée de la mémoire. L'Union européenne, c'est une organisation internationale, disent les juristes, sui generis. Cela étant, quand ils disent sui generis, ils n'ont rien dit du tout. C'est-à-dire qu'on met ça dans une petite boîte qui s'appelle sui generis parce que les boîtes traditionnelles, ben, ça ne rentre pas. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un super-État, ce n'est pas un État fédéral. Et regardez même, quand on prend la négociation du traité de Maastricht, par exemple, sur lequel on introduit des principes fédéraux, la subsidiarité, le partage des compétences, tout ça, c'est éminemment fédéral. Mais surtout, on ne parle pas de fédération. On essaye la lettre F, mais à la lettre F, les Britanniques continuent de sortir de la salle. Donc, en fait, on se rend compte que toute l'expérience, alors on appelle ça, nous, en droit, généralement, l'autonomie de l'Union européenne. L'autonomie de l'Union européenne, elle tient sur un non-dit, donc sur une non-volonté finalement de construire une espèce de notion commune de là où l'on va. Et donc c'est vrai que ça peut être une chose auquel on peut réfléchir. Hein. Moi, je n'avais pas nécessairement réfléchi comme ça, mais l'Union européenne repose effectivement sur cette idée de construction d'une mémoire commune, et puis elle va sur un non-dit, ce qui doit être intéressant pour les psychanalystes. Effectivement, il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus. On va maintenant passer aux questions du public parce qu'on arrive déjà à la dernière partie de cette passionnante entrevue. Gabriel Chiche avait une question à poser. Gabriel, si tu veux la poser toi-même, je t'invite à le faire. Bonsoir, merci déjà aux organisateurs et aux intervenants, c'était vraiment très très intéressant. J'avais une question. Moi, vous avez beaucoup parlé des mémoires, mais utilisées par les institutions ou par les chefs d'État, les décideurs politiques, même des débats entre intellectuels. Moi, je voulais vous demander si vous ne pensez pas que ce débat est parfois trop monopolisé par le haut, disons-le comme ça, et que du coup, ça peut mener parfois soit à des conspirationnismes, soit à des réappropriations qui peuvent être assez violentes. Et là, je prends l'exemple, par exemple, de la crise grecque. Au plus fort de la crise, on avait vu des drapeaux nazis qui étaient brandis à Athènes en disant « mais n'oubliez pas voilà, ce passé-là ». Donc, est-ce que ce travail de gommage, parfois, peut mener à des réactions un peu violentes de la part des acteurs au milieu de crise? Merci. Je veux bien commencer non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est le débat des mémoires, il continue. Les acteurs institutionnels s'emparent de ces questions-là, mais ça n'empêche que par ailleurs, et comme le disait Sylvain Schirman, souvent il y a d'abord aussi des grands débats intellectuels, et puis il y a des débats au sein de la société. Les individus, quoi qu'en disent les institutions ou même les académiques, les individus s'approprient et discutent de la mémoire en permanence, et vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs un exemple que je prends souvent dans mes cours, la crise de la dette souveraine qu'a connue l'Union, enfin l'Eurozone, a été l'occasion de relecture extrêmement violente de la mémoire. Et vous prenez l'exemple grec, en effet, donc, ce qui a été interprété comme l'intransigeance de l'Allemagne vis-à-vis des pays endettés, etc. Il y a eu dans la presse grecque, donc là, vous voyez, ce n'est pas les institutions, c'est aussi dans des presses populaires grecques, toutes sortes
de caricatures de Merkel avec en effet l'uniforme nazi. Et puis aussi, mais au niveau de l'État, hein, des ministres grecs qui ont dit bon, les Allemands ont beau jeu de vouloir nous faire payer la dette, ils n'ont jamais payé les réparations qu'ils auraient dû réparer, l'argent qu'ils ont volé à la Banque de Grèce. Enfin, c'est pour dire que justement de ne pas... c'est pour ça que je trouve, moi, assez inquiétante un discours qui voudrait aplanir justement tous les faits historiques sous un discours victimaire que je vous décrivais tout à l'heure. Précisément, le risque de ça, c'est que, comme vous le dites, les individus, eux, continuent à vivre ces mémoires dans toute leur conflictualité, et que s'il n'y a pas un vrai travail dans la sphère publique de discussion, de débat sur les mémoires, eh bien, ça peut ressurgir de manière très violente, sous des formes nationalistes. Donc, vous avez raison, c'est un des risques, mais le débat continue dans les sociétés, quoi que disent ou fassent les institutions. Je rajoute juste quelque chose. Chaque crise, tension entre États réveille tous ces vieux souvenirs, toutes ces mémoires enfouies, tous ces drames non digérés, etc., etc. Alors là, dans l'exemple que vous donnez, la crise grecque, effectivement, ça la réveille au sommet, mais moi, j'ai un jour fait un article sur un petit match de football France-Allemagne en Séville en 82. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, mais ça a réveillé exactement les mêmes choses entre Français et Allemands au cours de l'été 82. Hein, à un tel point que le chancelier Schmitt a dû envoyer un télégramme au président François Mitterrand, dans lequel il lui dit: Monsieur le Président, on s'excuse, ce fou furieux de Schumacher, écoutez, ne le prenez pas pour, etc., etc., etc. Et des témoignages, parce que j'en avais recueilli pour cet article, d'Allemands qui passaient leur congé en France à l'été 82, n'étaient pas toujours les bienvenus. Nous étions quasiment 40 ans après la guerre, et le traité de l'Élysée était signé depuis 20 ans, quoi. Voilà, donc tout peut réveiller en permanence ces mémoires quand elles n'ont pas été complètement digérées, remises à leur place, etc. Et dans des situations de conflictualité qui peuvent être de nature extrêmement différente. Crise grecque, c'est tragique. Match de foot, d'un autre côté, ça peut les faire repartir exactement de la même façon, si vous avez le sentiment que votre identité nationale, et c'est ça le problème aussi de la mémoire, c'est les identités, on se confond avec une identité, si votre identité nationale, pour une raison ou pour une autre, estime avoir été vraiment humiliée. Oui, je pense aussi, parce qu'on a vu aussi ressortir des discours qu'on ne pensait quand même pas ressortir aussi facilement. Et pourtant, ils sont ressortis en quelques heures quand on a refermé la frontière entre la France et l'Allemagne au début de la crise de la Covid en mars. Et ce qu'on a entendu était quand même très étonnant. Et alors là, ce n'était pas un problème d'identité, mais un problème de peur, en fait. C'est-à-dire de peur de la diffusion de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui potentiellement est mortel. Et regardez ce que ça a fait ressortir effectivement comme difficulté, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, où on pourrait penser effectivement que ça fait quand même quelques années qu'on travaille dessus, mais voilà, qu'on y travaille aussi de manière très différente de part et d'autre, et tout ça, je pense qu'effectivement ça joue, mais comme d'ailleurs, regardez finalement l'évolution de la terminologie du sans frontières d'après-guerre au no border qu'on a actuellement. Le sans frontières est un objectif, le no border est un délinquant. C'est aussi assez intéressant sur le plan de la manière dont ça évolue. Regardez aussi les évolutions d'un mot comme immigré, qui est devenu migrant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous mettez derrière le migrant qui pose problème, regardez encore avec l'attentat à Nice, c'est précisément est un délinquant celui qui franchit la frontière. Ce qui est complètement à l'inverse
de ce qui était l'idée du sans frontières, en tout cas telle qu'elle était racontée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai aussi que ces renversements terminologiques montrent effectivement que, si vous voulez, il y a ce qu'on essaye de construire en commun et un sentiment d'appartenance, et puis il y a aussi des choses beaucoup plus souterraines, beaucoup plus personnelles aussi qui ressortent effectivement à divers moments, alors particulièrement dans les moments de crise. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour repasser en profondeur aussi ces différents éléments qui sont vraiment intéressants. Mais vous avez parlé de travail de mémoire, en tout cas de choses qu'on n'a pas fini de travailler. Et c'est vrai que c'est des problèmes pas réglés qu'on peut voir de manière générale au niveau de la mémoire, mais aussi de manière personnelle. Quand on a des problèmes qui ne sont pas réglés, on a des soubresauts ou des choses qui émergent parce que c'est des problèmes qui ne sont pas réglés. Et ça me permet de faire la transition avec les questions à Monsieur Hervé Moritz sur le chat. Est-ce que Hervé, tu souhaites prendre la parole pour du coup présenter ta question qui porte sur le colonialisme? Ouais, je peux prendre la parole. Je vais pas mettre la vidéo parce que j'ai eu un problème de connexion avant, donc je vous ai quitté quelques secondes et je pense que la bande passante n'est pas suffisante. Je posais une question sur les guerres coloniales parce qu'on a parlé rapidement des guerres de décolonisation et avec notamment les mouvements de protestation contre le racisme qui ont eu lieu après la mort de George Floyd aux États-Unis et qui se sont propagés un peu en Europe. C'est posé un peu la question de la mémoire coloniale, enfin du passé colonial européen et de ce traitement peut-être européen de ce passé colonial. Et ma question était justement sur cette question. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui la perspective d'une mémoire européenne de la colonisation ou d'un travail commun sur cette mémoire de la colonisation? Ou bien au contraire, est-ce que on voit émerger plutôt des négociations, on va dire, enfin des récits État par État et des négociations aussi qui se font de l'État colonisateur à ces anciens, enfin à ces anciennes colonies. Je commence. Oui, c'est évidemment un très vaste challenge encore. Je dirais que, comme dans le cas des mémoires des guerres, il faut d'abord qu'il y ait un très grand travail qui soit fait au niveau national. L'émergence de ces premiers récits communs au niveau européen n'ont été possibles que justement après des gestes que Sylvain Schirman a décrits, notamment en Allemagne, ce que la RFA tout le travail de mémoire que la RFA a entreprise. Et là, le problème pour les mémoires coloniales, c'est que les différents anciens pays colonisateurs au sein de l'Union européenne sont très loin d'avoir réglé la question de leur mémoire coloniale. Je dirais que ce sont des questions qui sont encore tellement sensibles au niveau national que pour espérer d'avoir un début de récit commun au niveau européen, on en est encore très loin. Et un autre facteur qui rend ça difficile, c'est que des anciens pays colonisateurs, ce n'est qu'une partie des pays membres de l'Union européenne. Là encore, pour que ce soit commun, vous voyez, les pays, toute série notamment de pays de l'Est n'ont pas eux au contraire, ont été des pays occupés qui peuvent dire avoir une expérience d'une sorte d'expérience coloniale du fait d'avoir été très souvent sous la domination d'autres empires. Mais voilà, encore une fois, là, les responsables, et encore une fois, est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce qu'il y a une mémoire positive, bienfait de la colonisation, ou au contraire, est-ce qu'il faut en dénoncer les crimes? Déjà, donc, vous voyez, ne serait-ce que dans l'arène politique française, on est loin de s'accorder là-dessus. Mais encore une fois, voilà, il y a toute une série de pays membres qui, pour eux, qui ne sont pas concernés, ou en tout cas qui ne se considèrent pas concernés par une telle mémoire. Donc là, il y a déjà aussi une forte différence intra-européenne.
Pour ajouter peut-être un ou deux éléments à ce qui vient d'être dit, la première des choses qui a été bien dite, c'est qu'en fait, c'est pas un phénomène globalement européen. C'est un phénomène qui a concerné principalement certains États européens. Et j'allais dire qu'on aurait peut-être pu parler d'approche commune lorsqu'on était dans la petite Europe de l'Ouest, parce que ceux-là, ils ont été pour le coup tous colonisateurs, qu'avec l'Europe de l'Est. Après, le sujet est extrêmement difficile parce qu'en fait, il n'y a pas une colonisation européenne, mais des colonisations européennes. La colonisation belge, où la colonie est une propriété personnelle du roi, n'est pas la même que la colonie britannique. La colonisation britannique qui a mis en place d'autres éléments dans sa colonisation que la colonisation française. Il y aura des éléments communs fatalement entre ces différents types de colonisation, et puis c'est pas la même chose entre des pays qui décolonisent en 1975 comme le Portugal, d'autres qui décolonisent plus tôt. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Disons que l'Europe a essayé de garder, entre guillemets, les colonies dans sa proximité, ou les anciennes colonies dans sa proximité, parce que l'une des premières politiques aussi, c'est une politique de développement, avec les accords de Yaoundé qui ont été faits pour ces États anciennement colonisés. Alors après, à partir de là, vous pouvez avoir des interprétations différentes. Est-ce que c'est la nouvelle réécriture d'une forme de néocolonialisme? Est-ce que c'est réellement une volonté de les accompagner dans une politique de développement? Tout ça mérite une réflexion. Après, ce que disait il y a une demi-heure ou trois quarts d'heure Oriane Caligaro peut se révéler là aussi pertinent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des actes de reconnaissance de quelque chose. Pour l'instant, on a eu Chirac qui a fait un acte à propos de la guerre d'Algérie, hein, de reconnaissance des torts français et de qualifier la torture pour la torture. Macron y a rajouté une petite couche avec l'opération de Maurice Audin pour montrer un peu quelle était la politique de la France. C'est vraiment sur cette mémoire meurtrie parce que les choses sont un peu plus faciles quand on n'a plus de témoins. Même si vous avez des gens qui entretiennent la mémoire. Quand il n'y a plus d'acteurs, on travaille plus facilement sur la question de la mémoire. Or, pour la question de la décolonisation, il y a énormément d'acteurs encore qui vivent, de réseaux qui sont en place de cette période et pour lesquels, en fait, on attend la reconnaissance d'une culpabilité totale d'un côté et de l'autre côté, on attend une forme de reconnaissance de bienfaits apportés par la colonisation qui rend pour l'instant une convergence extrêmement difficile. Mais l'Europe essaye, si vous voulez, de, euh, de dépasser un peu, enfin de rentrer un peu dans ce rapport avec l'ancienne colonie. J'ai parlé de Yaoundé, après il y a eu tout le processus des accords de Lomé, mais après il y a aussi des éléments dans la politique de voisinage avec le Sud. Hein, la discussion euro-méditerranéenne, elle se fait avec d'anciennes colonies. Mais comment vous l'interprétez? C'est ça le problème. Et je pense qu'actuellement, on n'est pas mûr pour aborder la question coloniale dans son intégralité d'un point de vue européen. On n'est déjà pas mûr au niveau national. Regardez les débats qu'il y a, quoi. Ça va être quelque chose extrêmement difficile, où, à la différence de ce qui s'est passé par exemple pour l'Allemagne, qui a été clairement obligée, entre guillemets, certains de façon consciente, d'autres de façon obligée, de faire son introspection par rapport à la période nazie. Est-ce que nous, on est prêts, capables? Est-ce qu'on veut faire cette réelle introspection? Ça, c'est un problème. On garderait bien de répondre, de répondre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, de voir où sont les victimes. Elles sont plutôt au sud qu'au nord. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes liés par le temps. Et avant de vous quitter, de vous dire merci une dernière fois, juste, je me permets de remonter la question de Gwenon dans la conversation sur le travail de mémoire, justement, et
Et je reprends la question pour ne pas la dénaturer. Donc, sur les questions de mémoire liées au nazisme et au fascisme, que pouvez-vous nous dire sur l'Autriche? Donc, peut-être un d'entre vous, peut-être soit entre Madame Caligaro, soit entre Monsieur Sherman, assez rapidement, enfin, je ne sais même pas si on peut répondre rapidement à cette question, mais voilà, si jamais. Enfin, Gwenolé, je ne sais même pas si j'ai bien repris ta question. Si, c'est bien ça, c'est bien dans l'esprit. Écoutez, on peut répondre par la problématisation de la question autrichienne. Est-ce que l'Autriche est la première victime du nazisme? Est-ce que l'Autriche était, avec le référendum de 1938, consentante? Voilà, une épineuse question sans fin. Disons que depuis 1934, il y a un austrofascisme qui est réellement installé au pouvoir, qui n'est pas un fascisme de la même nature que le national-socialisme. Donc la question, elle est là. Et vous n'avez pas de réponse. Bien évidemment qu'en 1945, les Autrichiens ont essayé de se faire passer pour les premières victimes du national-socialisme, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et peut-être pour ajouter un tout petit sur les conséquences de cette question ouverte sur l'Autriche contemporaine, alors que je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais vous savez que c'est en Autriche qu'a émergé ce parti, le FPE de Jörg Haider, qui a disparu depuis. Pas le parti, mais son créateur, Jörg Haider. Et pour relier ça à l'Union européenne, et notamment les actes politiques qui peuvent être faits pour faire vivre cette mémoire, justement, c'est que quand Jörg Haider, son parti, a rejoint en 2000, il me semble, la coalition de gouvernement en Autriche, l'Union européenne a pris des sanctions contre un État membre, donc c'était quelque chose d'inédit. C'est fort, ouais. Du fait, pourquoi? Parce qu'un parti ouvertement néo-nazi, pour la première fois, hélas, bon, il y a eu d'autres cas, et maintenant il y a eu telle banalisation des partis d'extrême droite dans la vie politique européenne que il faudrait des sanctions contre beaucoup de pays, contre beaucoup d'États membres, hélas, mais comme c'était un précédent, il y a eu des sanctions, donc je crois que l'Autriche n'a pas pu siéger à plusieurs conseils européens. Voilà, donc c'était là aussi, vous voyez, une manière d'un point de vue politique, de faire vivre dans le présent une mémoire européenne, à savoir on n'accepte pas qu'un État membre puisse avoir dans son gouvernement des représentants de l'idéologie nazie. Hélas, voilà, maintenant l'Autriche contemporaine, je pense, est encore aussi en proie avec voilà, certains mouvements politiques qui, hélas, n'ont pas fait le deuil de l'idéologie nazie, mais ça ne concerne, hélas, pas seulement l'Autriche. En fait, enfin, il y a aussi peut-être une nuance à apporter. Il n'y a pas eu de sanctions contre l'Autriche parce qu'il y a eu un manque dans le traité. Donc, on a changé le traité ensuite, qui était que les sanctions pouvaient être prises en cas de violation grave des valeurs de l'Union européenne, ce qui n'a pas eu, en tout cas ça n'a jamais été constaté au niveau du Conseil, mais on a introduit dans le traité la notion de risque de violation grave et dont on voit la difficulté aujourd'hui à mettre en œuvre parce qu'elle suppose effectivement des négociations un peu difficiles au sein du Conseil et qui montrent que tout cet article 7 qui découle entre autres de cet épisode de Haider est dans la réalité un article qui ne marche que quand il n'est pas appliqué. Et c'est bien les problèmes qu'on a actuellement de ce type de sanctions. Donc c'est aussi, voilà, il y a aussi tout un effet de domino qu'on voit aujourd'hui avec entre autres la tentative de Mme von der Leyen de trouver ce qui va être un pré-article 7, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de se sortir de l'article 7, d'où le débat qu'on a aujourd'hui sur la conditionnalité, entre autres, du plan de relance. Ça vient de là, en fait. D'accord, ce sera le mot de la fin. Merci encore à tous les trois pour ce super moment d'échange. Merci aux gens qui étaient présents derrière leur ordinateur et qui ont posé des questions. N'oubliez pas de continuer à suivre l'actualité des Jeunes Européens Strasbourg. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être bon appétit pour la majorité. Merci le modérateur. Merci beaucoup. À bientôt. Ensuite. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.